On va entendre des poètes, en compagnie donc d'un autre poète, Zeno Bianou, qui vient de nous rejoindre, Jean-Marc Barr, qui est donc notre invité également. Et on va tout d'abord entendre un son qui est magique. C'est Apollinaire lisant Sous le pont Mirabeau. Alors tendez l'oreille, puisqu'évidemment, le son n'est pas excellent, mais ça en vaut la peine. Sous le pont Mirabeau coule la Seine, et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent, la joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, le demain. Ça vous émeut, c'est nous, bien nous? Oui, parce que c'est une espèce de concentré de mélancolie absolue. Apollinaire était pour moi un représentant de ce qu'il y avait de plus fort dans l'être humain, et en même temps cette espèce de fêlure mélancolique qui a lieu dans le pont Mirabeau, et là avec sa voix, parce qu'on est quand même en début de siècle, de l'autre siècle, et Apollinaire, c'est celui qui fait rentrer les objets du monde, les choses dans sa poésie, pour en faire quelque chose de définitivement neuf. Et tout d'un coup, on entend effectivement cette fissure du pont Mirabeau, et c'est magnifique parce que ça vient vraiment d'un autre monde, de très loin. On va beaucoup parler d'Apollinaire cette année parce qu'il est mort en 1918, mais aussi peut-être parce qu'Apollinaire a fait entrer la poésie dans la modernité. Alors, moi j'ai mon idée là-dessus, mais j'aimerais entendre la vôtre. Absolument, pour moi c'est vraiment un géant. Il y a avant et Apollinaire et après Apollinaire. Parce que il fait entrer tous les possibles du chant. Non seulement il fait entrer la publicité, il fait entrer... Bien avant Duchamp, il n'y a pas de matière qui ne soit pas poétique pour lui. Et pour le coup, il transforme de façon presque alchimique n'importe quelle femme, n'importe quel objet en matériaux précieux. Et il y a aussi son sens du rythme, qui est quelque chose d'extraordinaire. Et là, on est de plein pied dans la modernité. C'est-à-dire, c'est une espèce de rythmique qui n'appartient qu'à lui, et qui touche directement le lecteur au cœur, en plein cœur. On a dit aussi d'Apollinaire qu'il avait en quelque sorte permis de montrer dans la poésie les vices, les jointures, de montrer quelque chose qui auparavant... De faire entrer, c'est exactement comme quand John Cage dit le bruit fait partie de la musique, mais alors vraiment 50 ans après Apollinaire. Donc c'est cette idée où rien ne peut échapper à l'emprise poétique, dans la mesure où la poésie c'est précisément une perception différente des êtres et des choses. Et en ce sens-là, Apollinaire, c'est vraiment un maître. Parce qu'il a la modernité, parce qu'il a la facture classique, parce qu'il a aussi cette dimension érotique absolument monstrueuse. Oui, les lettres à loup. Donc il absolument sublime pour ceux qui ne les ont pas lues. Effectivement, il est infiniment... Pour le coup, il est infiniment moderne, et il répond, quelques années plus tard, à l'injonction rimbaldienne d'être résolument moderne. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette injonction, pour vous? Elle veut dire ce que dit Rimbaud. Quand Rimbaud disait « ça ne veut pas rien dire », excusez-moi ce jeu de mots, c'est-à-dire qu'elle veut dire que la poésie va toujours devant, et qu'elle est un signe de puissance et un signe de compréhension. Jean-Marc Barr, sur ce que l'on vient d'entendre, la voix d'Apollinaire, le pont Mirabeau. Alors, je connais mal Apollinaire. Heureusement que Zeno est là. Si on parlait de cinéma, je pourrais parler avec ces détails. Je connais mal la poésie. Je suis quelqu'un qui, après 30 ans de métier, sait comment aborder un texte. Je connais un peu, mais par exemple, j'ai joué Jack Kerouac dans un film il n'y a pas longtemps. Vous aimez beaucoup Kerouac? C'est un petit peu, oui, l'inspiration de ma vie. Quand j'ai lu On the Road dans les années 70 à l'université, je venais d'un passé très militaire, conservateur, catholique, et je me suis rendu compte que la vie n'était pas comme on me l'avait dit, mais comme Jack l'écrivait. Est-ce que vous voudriez nous en lire un peu? Oui, j'ai un petit... Que vous en avez... Alors, je peux le faire en français et en anglais. Eh ben, ça serait très bien. Ah ben voilà, donc c'est un truc qui s'appelle 239e chorus de Mexico City Blues. Et je le fais. Charlie Parker ressemblait à Bouddha.
Charlie Parker, qui est mort récemment en riant d'un jongleur à la télé après des semaines de tension et de souffrance, s'appelait le musicien parfait. Et son expression sur son visage était aussi calme, belle et profonde que l'image de Bouddha, représentée en Orient, les yeux voilés, l'expression qui dit « tout va bien ». Voilà ce que Charlie Parker disait quand il jouait « tout va bien ». On avait le sentiment levé du jour, pareil à la joie de l'ermite ou au cri parfait d'une bande sauvage à une jam session. Whale, whop, Charlie fit éclater ses poumons pour atteindre la vitesse de ce que les mordus de la vitesse voulaient. Et ce qu'il voulait, c'était son ralentissement éternel. Un grand musicien et un grand créateur de formes qui ultimement trouvent leur expression dans les mœurs et ce que vous voudrez. En anglais? Bravo. Vous voulez l'entendre en anglais? Oui, on veut. 239th chorus. Yeah. Charlie Parker looked like Buddha. Charlie Parker, who recently died laughing at a juggler on the TV after weeks of strain and sickness, was called the perfect musician. And his expression on his face was as calm, beautiful, and profound as the image of the Buddha represented in the East, the lidded eyes, the expression that says, all is well. This was what Charlie Parker said when he played All Is Well. You had the feeling of early in the morning, like a hermit's joy, or like the perfect cry of some wild gang at a jam session. Whale, whop! Charlie burst his lungs to reach the speed of what the speedsters wanted, and what they wanted was his eternal slowdown. A great musician and a great creator of forms that ultimately find expression in Moors and what have you. C'est ça, hein, d'être un acteur. Ouais. Jean-Marc Barbe, quelle différence entre le français et l'anglais? Énorme, énorme, c'est quand même le 20e siècle pour nous. Les beatniks étaient vraiment une mouvance contre ce capitalisme américain, contre cette Amérique post-guerre, pour une ouverture, pour une tolérance, pour une curiosité pour les autres mondes. Et je pense que dans le langage de Kerouac, cette précision est mieux. Je ne sais pas pourquoi en français, c'est juste un peu différent. C'est compliqué, hein, la poésie traduite. C'est compliqué, oui. Ben, c'est-à-dire que Shakespeare en anglais, c'est pas comme Shakespeare en français. Il y a une différence. C'est deux langues différentes. Il y a une popularité de la poésie dans les pays anglo-saxons. Éric Biégala, dans sa revue de presse internationale, l'a rappelé. Vous trouvez dans les journaux de la poésie aujourd'hui, alors qu'en France, la poésie est de plus en plus marginale. On va en parler avec vous, Zeno Bianou. Zeno Bianou n'est pas complètement d'accord, mais en tout cas sur la popularité de la poésie dans le monde anglo-saxon, Jean-Marc Barre. Ben, je trouve que depuis au moins 4-5 décades, la poésie avait perdu son influence. En tout cas, maintenant, avec des journalistes, avec des écrivains, quand je vais voir des speeches, des choses comme ça, la poésie maintenant prend beaucoup d'importance. Car je pense qu'on est inondé par tellement d'images, par tellement d'informations qu'on est étourdi. Et que peut-être la seule vraie communication, c'est dans ce côté abstrait et absurde de ce que représente la poésie. Et qu'elle est nécessaire aujourd'hui, comme on dit en anglais, to cut through the bullshit. Ah là, il va falloir que vous traduisiez. Comment tu dis cut through the bullshit? D'arrêter? Non, cut through the bullshit, c'est de séparer la merde et de trancher la merde. Il faut trancher la merde, voilà. Zeno Bianou, vous n'aviez pas l'air d'être d'accord quand j'ai dit que la poésie était plus populaire dans les pays anglo-saxons plutôt qu'en France. Elle le redevient depuis, je crois, 2 décennies avec tous ces récitals poétiques, le fait que des acteurs fassent des récitals entièrement poétiques, aussi bien Dussolier que Lucchini, des gens comme ça. Elle a repris sa place d'espace de résistance, comme disait Jean-Marc, et d'espace de résistance à tous les types d'asservissement culturel, médiatique, politique. Et je crois, parce qu'elle est absolument immortelle. Je veux dire, là, on est en train de parler d'un genre que nous vénérons, mais qui est quand même né avec Homère, qui est né avec les prêtres védiques indiens, et qui est toujours là. Le roman a eu des hauts, des bas et tout, mais la poésie fonctionne toujours comme une espèce de levier de l'être humain. Justement, sur les hauts et les bas du roman, de plus en plus de romanciers disent que la fiction, c'est pas forcément leur truc. La notion de style
est une notion qui évolue. On a l'impression que beaucoup s'en désintéressent. Vous, en tant que poète, Zeno Bianou... La poésie, d'une certaine manière, c'est le style, au sens où quelqu'un comme Léopardi a défini la poésie comme le plus haut état du langage, ou comme l'état le plus véritable du langage. Mais il faut aller encore plus loin, d'une certaine manière, parce que la poésie, c'est pas simplement ce genre littéraire très ancien que nous vénérons, c'est aussi une façon de percevoir radicalement différente, comme l'ont montré aussi bien des gens comme Rimbaud, tous les gens de la poésie vécue, si je puis dire, que des gens comme ceux de la Beat Generation dont parlait Jean-Marc à l'instant. Donc c'est tout un courant où la poésie devient vraiment et réellement une posture de vie opérante. Vous pourriez nous lire du Zeno Bianou ? Avec plaisir. Vous en avez ? J'en ai. Alors voilà, c'est un poème qui joue beaucoup sur le rythme. Et c'est un poème d'amour aussi. La vie de ton visage. La vie de ton visage, c'est la vie sans fin. La vie vive, la vie vif-argent. La vigie qui joue avec le grand large. La vie de tous les âges, c'est la vie si vivante. La vie de ton visage, si vigilante. La vie qui virevolte vivace de ton visage, sans âge ni visa. Vivement, la vie et ses vivats, vivement l'absolu vivable, vivement le vivifiant, vivement la vanille de tes veines, loin de tout ce qui vivote, de tout ce qui vitrifie, vivement la vivance de tous les grands viviers, vivement cette vie sans vitrine, cette vie sans visière, cette vie sans venin ni verdict, cette vie sans verrou, cette vie des hautes viveuses, cette vie de vélin en éveil, cette vie de velvet que je vois sur ton visage, cette vie qui dévoile ma vraie voix, à la douce vitesse de ton visage. Débuté en disant qu'il s'agissait d'un poème d'amour. C'est une variation sur le visage à partir de la lettre V et en insufflant comme ça une espèce de rythmique de vie, parce que pour le coup le visage, on parlait de toutes ces images qui déferlent sur nous sans queue ni tête, mais pour le coup le visage, c'est ce qui reste toujours de plus humain comme image définitive, et je pense que c'est un thème de variation sans fin. Qu'est-ce que les poètes ont à dire sur leur poésie ? Est-ce que vous êtes maître du texte que vous écrivez ? Est-ce qu'il ne vous appartient plus, Zeno Bianou ? Oui, d'où mon travail avec les acteurs, aussi bien Jean-Marc Barr que Denis Lavant, que Robin Renucci, que Tchéky Cario, tout ce travail avec des acteurs habités par la poésie. Une fois que le texte est fait, il est aux autres. Et pour le coup, c'est à eux de le faire tourner. Et comment vous faites, Jean-Marc Barr, pour le faire tourner, pour incarner, pour dire un poème ? Je vis. C'est vraiment ça. Maintenant, après 20-30 ans de carrière, je commence à acquérir un petit peu les fruits d'un bon travail et les armes, les outils pour dire un poème. Mais ce qui me nourrit, c'est ma connaissance de la vie. Et moi, je peux pas apprendre un poème dans une soirée. Moi, j'ai besoin de le lire pendant une semaine, 10 jours pour le comprendre. Mais dès que je le comprends, c'est comme un fruit que je peux partager avec tout le monde. Et ça vient après 30 ans de métier. Et les poèmes qu'on ne comprend pas, je pense à une tradition française d'une poésie qui n'est pas une poésie facile. On peut penser à Mallarmé. Bien sûr. On peut penser aussi à certains propos de Valéry, poésie en prose. Exigeante ou même poésie. Aussi, bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait avec cela ? Et on le laisse infuser en soi. C'est-à-dire, on n'aborde pas Mallarmé, puisque vous en parlez, principalement comme un poète hermétique, mais au contraire, on essaye d'entendre le chant de la langue, et le chant de la langue qui fait entendre autrement les mots. Mais sans or soupirer que cette vie venue, l'émission du feu toujours intérieur, originellement la seule continue dans le joyau de l'œil, véridique au rieur. Bon, au départ, on ne comprend rien, mais on est pris par la musique. Et après, on voit la dimension orphique, pour le coup, de Mallarmé, qui dissimule une sorte de message secret. Kerouac, puisqu'on en parlait tout à l'heure, parlait du message secret du souffle, et c'est vraiment ça qui se passe dans la poésie de Mallarmé. C'est pas simplement une poésie difficile.
Mais ce qu'il y a justement, plutôt exigeante. mais ce qu'il y a justement de précieux dans ces textes, c'est que ce sont des textes qui résistent, comme vous le disiez d'ailleurs, Jean-Marc, et vous aussi d'ailleurs, Zeno. Il y a quelque chose qui résiste là-dedans à une époque où justement on est extrêmement soucieux de faire compréhensible, que tout soit compréhensible, qu'il n'y ait rien en fait, aucune aspérité à ce que l'on dit ou à ce que l'on écrit. Oui, la poésie, c'est le contraire absolu, Exactement pour le coup, de tout ça. C'est vraiment le contraire vivant. C'est ça la chose la plus importante. C'est ça qu'il faut faire passer. Jean-Marc Barr. On est dans l'abstrait, mais dans l'abstrait, on peut être dans la vérité. Et je pense que la poésie est vraiment une arme. On est dans un monde où tout doit être défini, souligné, on doit comprendre. La poésie, c'est l'opposé total. C'est vraiment dans le chaos de notre vie où il y a un peu de sens et que tout le monde peut le reconnaître. Voilà, c'est tout. Et donc, on peut lire Zeno Bianou. Vous nous avez lu un extrait de l'un de vos poèmes. On peut entendre Jean-Marc Barr pour ce 20e Printemps des Poètes qui a lieu et auquel nous rendons hommage aujourd'hui. Nous serons rejoints dans quelques dizaines de minutes par Daniel Maximin, qui est lui aussi un grand poète qui a notamment écrit L'Invention des Désirades. Et puis, on entendra également d'autres poèmes. Et il y aura de la poésie un peu partout, dans les journaux, dans le billet politique de Frédéric Seyss. En attendant, poétiquement, je vais vous dire bon réveil. Il est 8h sur France Culture. Avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. La presse espagnole en avait parlé ces derniers jours. Carles Puigdemont renonce à diriger l'exécutif catalan. Il restera exilé en Belgique ces prochaines semaines. Pourquoi et qu'adviendra-t-il de la présidence de la région? Réponse avec notre correspondante à Madrid. Et puis nous irons ensuite en Suisse, où un référendum pour ou contre l'audiovisuel public est organisé. Vous l'entendrez, les anti-services publics sont nombreux. La France participe-t-elle de loin aux répressions en République démocratique du Congo? 4 associations le dénoncent en tout cas, preuves à l'appui. Nous nous pencherons sur ce dossier. Et puis, la ministre du Travail détaille un peu plus la réforme de l'assurance chômage. Elle veut aller plus loin que l'accord des partenaires sociaux. Analyse dans ce journal. Dans un gros quart d'heure, le billet politique de Frédéric Seyss et cette question: la politique peut-elle se faire sans poésie? He informat el president del Parlament de Catalunya que de manera provisional no presenti la meva candidatura a ser investit president de la Generalitat i és sobre el qual cal continuar fent... J'ai demandé au président du Parlement catalan que de manière provisoire, il ne présente pas ma candidature à l'investiture comme président de la Catalogne. Face caméra, ruban jaune sur la poitrine, vidéo postée sur les réseaux sociaux. C'est ainsi que Carles Puigdemont a annoncé hier soir qu'il renonçait à la Generalitat, la présidence de l'exécutif catalan. Après des semaines de blocage et d'intenses négociations dans le camp indépendantiste, le leader, exilé à Bruxelles depuis le 30 octobre dernier, a accepté de s'éclipser, Marie-Hélène Ballestero. Pour briguer une nouvelle fois la présidence catalane, Puigdemont savait qu'il devait rentrer en Espagne et faire face à ses ennuis avec la justice espagnole sous peine de finir en prison. Puigdemont a finalement jeté l'éponge, ou une partie seulement. Pour l'instant, il renonce à la présidence de la Catalogne. Il restera donc à Bruxelles, mais il entend bien poursuivre son activité politique. Comment? En devenant le président du Conseil de la République, c'est-à-dire le chef de file d'un gouvernement catalan en exil. Une assemblée des représentants de la République formée d'élus indépendantistes devrait aussi voir le jour prochainement à Bruxelles. Et ces 3 organes vont constituer ce que les indépendantistes catalans ont surnommé l'espace libre de Bruxelles. On ne sait pas encore clairement quelles seront les fonctions de cette structure allégale, mais Puigdemont a déjà fait savoir que son rôle ne sera pas symbolique. Il espère en tout cas mettre en œuvre la République catalane et internationaliser sa cause. Le chef du gouvernement espagnol Rajoy lui a lancé un message hier soir: celui qui a fui la justice ne peut pas prétendre vivre avec de l'argent public. Rajoy a aussi rappelé à quel point la Catalogne a besoin d'avoir un président qui soit vraiment en mesure de gouverner. Car non seulement Puigdemont a renoncé hier à briguer la présidence catalane, il a aussi proposé quelqu'un pour le substituer, à savoir le numéro 2 de sa liste, Ensemble pour la Catalogne, Jordi Sánchez. Or, ce dernier est actuellement en détention provisoire et on voit mal comment il va donc pouvoir gouverner la Catalogne.
Marie-Hélène Ballesteros depuis Madrid pour France Culture. Là, c'est un ancien leader qui pourrait revenir. À 2 jours des élections législatives en Italie, Silvio Berlusconi tire les ficelles d'une coalition de centre-droit qui pourrait arriver en tête dimanche soir. À 82 ans et malgré une condamnation pour fraude fiscale qui le rend inéligible, l'ancien cavaliere ne semble pas rassasié de politique. Après avoir été 3 fois président du Conseil italien, il fait campagne sans relâche pour rassembler ses fans qui représentent le cœur de l'électorat, à savoir le 3e âge italien. Olivier Poujade les a rencontrés. Fiable, c'est le premier adjectif qui vient à l'esprit d'Antonella. Sous sa toque en fourrure léopard, cette vieille milanaise fait son marché sous la neige et peste contre ceux qui ont voulu écarter Silvio Berlusconi de la scène politique. Malgré toute la boue qu'on lui a jetée à la figure, pour tout et n'importe quoi, je pense malgré ça que c'est encore lui le meilleur. Tout semble donc oublié lorsqu'il vient soutenir cette semaine à Milan l'un de ses candidats en abreuvant son public de ses bonnes vieilles blagues sexistes. L'excellent maire de Varese. J'ai parlé avec mes 2 ou 3 fiancés habituels de Varese. Elles m'en ont dit beaucoup de bien. Berlusconi multiplie les promesses, suppression de la redevance télé, de la taxe foncière, mise en place d'un impôt unique sur le revenu, une surenchère dont il est spécialiste, explique Nicolas Pasini, professeur de sciences politiques à l'université de Milan. C'est un vrai commercial, un vendeur de consensus, dans le sens où il a les méthodes d'un camelot. Après, ça ne l'intéresse pas de savoir si le client est satisfait. Les promesses de Silvio Berlusconi coûteraient à l'État italien autour de 200 milliards d'euros, ce qui fait de lui l'homme le plus généreux de cette campagne électorale. Olivier Poujade à Milan pour France Culture. Berlusconi, qui, nous venons de l'entendre, veut supprimer la redevance en Italie, sans préciser les contours de cette annonce choc. En Suisse, cette initiative est à la une des journaux nationaux, avec une votation organisée jusqu'à dimanche pour ou contre la redevance qui finance dans le pays l'audiovisuel public à hauteur de 70%. Elle y est appelée le bilag. La campagne déchire les passions depuis l'automne. Reportage à Zurich avec Cécile de Kervasdoué, là où tout a commencé. En sortant d'une réunion de jeunes libéraux radicaux, on est allé boire des bières, on a parlé politique et on s'est dit ce qu'il faudrait vraiment abolir, c'est la redevance de l'audiovisuel public. 3 ans plus tard, c'est dans ce même bar où il est encore permis de fumer que Florian Mayer, 29 ans, raconte comment il a monté ce référendum contre l'audiovisuel public. La violence de la campagne, du jamais vu en Suisse, prouve que le no bilag a touché juste, dit le Zurichois. L'objectif, c'était de rétablir la liberté de choisir, parce qu'ici en Suisse, tout le monde est obligé de payer une redevance de 400 € pour quelque chose qu'il peut ne pas consommer du tout. Quand on privatise, on répond mieux aux besoins des consommateurs, alors laissons-les choisir ce qu'ils veulent et payer pour ce qu'ils veulent. Moins d'État, plus de liberté. Car c'est bien le service public en général qui est visé par ces jeunes libertariens. Et c'est une idée qui a un terrain très fertile en Suisse alémanique, explique Linard Udris. Il est sociologue des médias à l'université de Zurich. Les populistes de droite ont une très longue histoire en Suisse alémanique. Or, ils ont toujours prétendu que les médias publics les négligeaient. Mais il y a aussi les médias privés qui dénoncent la concurrence déloyale du service public, surtout sur la publicité. Et particulièrement aujourd'hui, alors que le journalisme est en crise parce qu'il coûte trop cher. À la SRF, la télévision publique à Zurich, la rédaction est vide. Tous les reporters sont sur le terrain. Et c'est bien à l'image du paradoxe de ce débat, considère Grégoire Meyer, le chef des infos. 95% des Suisses nous regardent et nous écoutent chaque semaine, tout en disant qu'ils ne veulent plus nous financer. Ça a été très dur parce qu'on joue notre boulot avec ce vote et puis on a encaissé beaucoup de méchanceté. Combien nous étions fainéants ou trop payés. Mais finalement, je crois que tout ce débat a été profitable parce qu'il a montré la nécessité dans une démocratie d'avoir des médias publics indépendants et qui délivrent des infos fiables aux électeurs, particulièrement en Suisse où nous votons tous les 15 jours. Mais quel que soit le résultat du vote dimanche, la SSR ne criera pas victoire. La redevance, qui baisse en 2019, l'oblige d'ores et déjà à faire l'année prochaine 70 millions d'euros d'économies. Cécile de Kervasdoué qui suivra ce vote dimanche donc en Suisse pour France Culture. Bientôt des droits de douane sur l'acier et l'aluminium aux États-Unis. Donald Trump l'a annoncé hier. 25% d'imposition sur l'importation d'acier, 10% sur l'aluminium. Avec ce même objectif affiché, America First, comprenait protéger les intérêts des producteurs américains. Cette décision est déjà combattue et critiquée par les milieux d'affaires et par les alliés des États-Unis. C'est inacceptable, commente le Canada. De son côté, l'Union européenne annonce réagir fermement et proportionnellement pour défendre ses intérêts.
Elle proposera donc la semaine prochaine des contre-mesures. Cet appel à présent de 4 associations à Emmanuel Macron à propos de la répression en République démocratique du Congo. L'ACAT France, Survie, l'Observatoire des armements et le Secours catholique accusent la France d'y être impliquée. En 2 mois, des manifestations anti-Kabila finissent en violence alors que le président, Joseph Kabila, refuse toujours de démissionner et ce depuis décembre 2016. Certains fleurons économiques français seraient partie prenante de ce conflit. Entendez l'appel des démocrates congolais, disent ainsi les bénévoles, Mathieu Laurent. Ces 4 structures demandent avant toute autre chose une suspension immédiate de toute coopération policière et militaire. Un accord de coopération existe, mais nul n'est à même d'en détailler le contenu. Les ventes d'armes font l'objet d'un rapport parlementaire. Là, rien. Opacité totale. Opacité et complicité quand un grand opérateur téléphonique ne se dresse pas contre des coupures systématiques effectuées par le régime avant chaque manifestation de l'opposition. Julien Moisan de l'association Survie. Les enjeux économiques et les acteurs que sont les multinationales françaises ont toujours bénéficié d'un discours de stabilité au niveau politique. Et pour donner un exemple concret, le groupe Orange, pour lequel je vous rappelle que l'actionnaire majoritaire est l'État français, est directement lié avec cette séquence de répression puisqu'il y a des suspensions et il y a des coupures de communication et d'accès à Internet qui nous inquiètent fortement. Les alliances et les contrats ont eu le dernier mot. Et quand, sur impulsion du Parlement européen, la Commission est invitée à sanctionner les hiérarques du régime, Paris use de son veto. Laurent Duhart, coordinateur international au Secours catholique. La dernière tentative de sanction de l'Union européenne à l'encontre de proches du régime Kabila a été bloquée par 2 pays, à savoir la France et l'Espagne. La France eu égard aux intérêts du groupe Total dans la province de Litouri, l'Espagne pour un grand projet hydraulique, tout en annonçant une conférence des donateurs pour le 13 avril prochain. Les Nations Unies hier soir ont martelé que la situation avait atteint en République démocratique du Congo un point de rupture. Une preuve de vie de Sophie Petronin, otage française enlevée au Mali en décembre 2016, il y a 14 mois. Une première preuve depuis juillet dernier. L'humanitaire apparaît très affaibli dans une courte vidéo diffusée hier par ses ravisseurs. Les autorités françaises promettaient en décembre dernier qu'elles agissaient en toute discrétion pour la libération de Sophie Petronin. 8h10 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Le gouvernement n'aura pas recours aux ordonnances sur la réforme de l'assurance chômage. Non, la ministre du Travail l'assure ce matin dans les colonnes du quotidien Le Parisien aujourd'hui en France. Muriel Pénicaud y dévoile les mesures retenues par l'exécutif après l'accord conclu entre les partenaires sociaux sur l'assurance chômage. Donc, le gouvernement ira plus loin. Bonjour Annabelle Grelier. Bonjour Clara. Plus loin notamment, Annabelle, au sujet de l'indemnisation des démissionnaires. Oui, plus loin avec un droit mobilisable tous les 5 ans au lieu de 7. Les personnes concernées auront les mêmes conditions que n'importe quel chômeur, à savoir 2 ans d'indemnisation et 3 ans pour les seniors, a précisé la ministre du Travail, comme le souhaitaient les partenaires sociaux, alors que le gouvernement proposait des droits dégradés. Autre différence, le droit s'ouvrira bien aux démissionnaires souhaitant créer leur entreprise. Les partenaires sociaux avaient, eux, retiré cette possibilité de leur texte final. Petite rectification également pour les indépendants. Les petits entrepreneurs indépendants en liquidation judiciaire auront pour leur part droit à une indemnité chômage de 800 € par mois pendant 6 mois, financée par la contribution sociale généralisée, a annoncé la ministre. Mais concernant les contrats courts, le gouvernement respectera leur compromis. Pas de bonus-malus donc pour le moment. On laisse le temps de la négociation dans les branches prévues dans l'accord du 22 février. Mais ce sera leur dernière chance de se saisir de la question, assure Muriel Pénicaud. Pour finir, sur le contrôle des chômeurs, le gouvernement va tripler les équipes de contrôle de Pôle emploi qui vont passer de 200 à 600 agents d'ici à la fin de l'année. Et la notion d'offre raisonnable d'emploi va notamment être définie plus précisément pour que les sanctions après 2 refus soient pleinement applicables, annonce la ministre. Voilà pour les annonces. Donc, la réforme de l'assurance chômage, Annabelle, est-elle devenue la caution sociale du gouvernement ? Oui, ça ressemble plutôt à un déminage. Après avoir déclenché la colère des partenaires sociaux avec son annonce de Big Bang sur la formation professionnelle, Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, avait d'abord changé de braquet en repoussant son annonce d'une semaine. Et maintenant, clairement, elle change de ton. Elle se dit désormais en phase avec l'accord syndicat-patronat. C'est sans aucun doute le contexte explosif de la réforme de la SNCF qui a fait changer la ministre de stratégie et la pousse aujourd'hui à faire un geste à l'adresse des syndicats. Évidemment, pas
pas de recours aux ordonnances et elle reprend la main, mais avec des changements somme toute à la marge, un peu mieux disant, qui devraient satisfaire l'opinion publique sans braquer les partenaires sociaux. Le même exercice est prévu lundi sur la réforme de la formation professionnelle. Plus de bing-bang dans l'air. La ministre a assuré que ces arbitrages s'appuieront largement sur ce que les partenaires sociaux ont négocié également. Merci Annabelle Grelier. La prise en charge des patients en psychiatrie en question après l'avertissement de la contrôleure générale des lieux de privation de liberté au CHU de Saint-Étienne. Elle dénonçait hier des traitements inhumains ou dégradants. 7 jours aux urgences, attachée à un brancard, sans pouvoir se laver, se changer, ni même téléphoner. Adeline Hazan adresse même à la ministre de la Santé des recommandations en urgence. Trop souvent enfermées, attachées, c'est le cas des personnes souffrant de schizophrénie. Elles représentent 1% de la population mondiale. Elles sont 600 000 en France, sans compter l'entourage touché de façon interposée. Pourtant, cette maladie est aujourd'hui incomprise. Bonjour Sarah Maquet. Bonjour. Vous avez pu vous en rendre compte en réalisant le magazine de la rédaction que nous diffuserons ce soir. Vous avez participé en tant qu'observatrice chaque semaine pendant 6 mois à un programme destiné aux proches de malades. Oui Clara, je me suis rendue chaque mardi à l'hôpital de jour du centre hospitalier Laborie à Poitiers. Avec moi 8 participants, tout cela pour mieux comprendre les troubles psychotiques dont souffrent leurs proches. Des familles qui sont en général épuisées, une réalité chiffrée l'an dernier par l'association UNAFAM. Ainsi, les 3/4 des familles disent être seules pour accompagner leurs proches au quotidien et 30% des malades vivent toujours, même adultes, chez leurs parents. Alors, ProFamille est un programme psycho-éducatif, une sorte de cours pratique avec beaucoup de devoirs destiné à donner une place aux proches dans le parcours de soins des malades. Objectif, décloisonner la psychiatrie et en finir avec une approche seulement médicale de la maladie. Et conséquence, Sarah, de ce cloisonnement, plus de 60% des Français se disent mal informés sur la santé mentale, avec une conséquence, c'est l'isolement des malades et de leurs proches. Oui, des malades déjà assez seuls face à une réalité difficile. L'espérance de vie d'une personne souffrant de schizophrénie est ainsi 15 à 20 ans inférieure à l'espérance de vie moyenne en France. Nous entendrons les difficultés du quotidien, comment reprendre une scolarité à 15 ans, après 3 ans passés en hôpital psychiatrique, ou comment intégrer le monde du travail quand le mot schizophrénie effraie tant. Les fous, ça fait peur, m'a-t-on souvent dit durant le tournage de ce magazine. Eh bien, vous entendrez ce soir une autre réalité. Oui, on peut bien vivre avec la schizophrénie, étudier, travailler et même aujourd'hui espérer une rémission. Et c'est le titre de votre reportage, Schizophrénie, vivre avec. Reportage Sarah Maquet que vous avez réalisé avec Yacine Bouzard. Il sera diffusé à partir de 17h ce soir sur France Culture et sera suivi d'un débat animé par Aurélie Kiefer. Le temps sera très agité ce vendredi, entre les derniers flocons de neige et la pluie. Tracez une ligne de la Vendée jusqu'en PACA. Au-dessus de celle-ci, n'oubliez pas votre parka. Et faites attention aux trottoirs lisses qui glissent. Météo France prévoit le même temps qu'en Suisse. 19 départements sont d'ailleurs en alerte. Le long des frontières nord, les ruelles sont désertes. Il n'y a bien que le sud-est qui verra le soleil. Malgré quelques nuages, ce sera une merveille. Et les températures, me direz-vous Guillaume, elles seront de saison, surtout le Grand Royaume. Comptez -1, -2 tout près de la Belgique. Il fera bien plus chaud à Lyon, Paris, Pornic. 5 degrés au moins, mais déjà 8 à Nantes, 9 à Marseille et 15 sur la Corse bouillante. Mais y avait-il des rimes dans votre météo? Peut-être était-ce pour le 20e printemps des poètes que nous célébrons sur France Culture et dans ces matins en particulier, puisque nous sommes en compagnie de l'acteur et réalisateur Jean-Marc Barr, qui est le parrain de cette 20e édition, et puis également en compagnie du poète, dramaturge et essayiste Zeno Bianou. Et dans quelques instants, nous allons accueillir un autre poète, Daniel Maximin, et puis mes camarades Aurélien Bélanger, Mathilde Serrel parleront eux aussi de poésie. Et dans le billet politique, Frédéric Seyss, et bien évidemment de la poésie aussi. Oui, il y en a dans le journal de 8 heures, il y en a aussi en 103 analyse la postérité de cette voix aux accents prophétiques dans une Amérique qui, après avoir élu son premier président noir, assiste à ce que les observateurs voient comme la revanche des petits blancs. Martin Luther King, le hors-série La Vie, un partenariat France Culture. 8h17. Les matins de France Culture. Le billet politique, Frédéric Seyss, c'est poète qui nous gouverne. Oui, connaissez-vous Guillaume Hector Roland, député gaulliste RPR, il eut pour particularité de déclamer ses récriminations en alexandrin à l'Assemblée nationale. Cela donne par exemple le 13 mai 1987.
il faut faire cesser le cirque du mercredi. Il n'intéresse nullement l'ensemble du pays. Il vaut mieux que chacun travaille en silence. Ainsi s'en portera beaucoup mieux la France. D'autres furent des poètes plus accomplis et des hommes politiques moins méconnus, sans remonter à Lamartine, éphémère ministre des Affaires étrangères, ou à Victor Hugo, élu à la Chambre en 1848. La Ve République compte un agrégé de lettres, Georges Pompidou, auteur même d'une anthologie de la poésie française. Alors cette érudition donne-t-elle un supplément d'âme aux décisions publiques? En tout cas, elle permet de se tirer de situations imprévues. Exemple, quand Georges Pompidou est interrogé par un journaliste sur un fait divers, celui d'une enseignante qui s'est suicidée. Pas simple de prendre position. Alors le président de la République hésite, puis répond ceci. Je ne vous dirai pas tout ce que j'ai pensé d'ailleurs sur cette affaire, ni même ce que j'ai fait. Quant à ce que j'ai ressenti, comme beaucoup, eh bien, comprenne qui voudra. Moi, mon remords, ce fut la victime raisonnable au regard d'enfants perdus. Celles qui ressemblent aux morts, qui sont morts pour être aimés. C'est de l'Éluard. Merci, mesdames et messieurs. Et voilà, fin de la conférence de presse. Comprenne qui voudra, c'est aussi l'avantage de l'érudit. Attention, les Verts peuvent aussi se retourner contre celui qui les cite. Lors de ses vœux pour l'année 1968, dont on va commémorer bien sûr les événements du mois de mai, à l'aube de 1968, donc le général de Gaulle cite Verlaine pour envisager une année simple et tranquille. Que sera 1968 ? L'avenir n'appartient pas aux hommes et je ne le prédis pas. Pourtant, en considérant la façon dont les choses se présentent, c'est vraiment avec confiance que j'envisage pour les 12 prochains mois l'existence de notre pays. Les vers de Verlaine, mon Dieu, la vie est là, simple et tranquille, peuvent évoquer une paisible demeure, non pas un grand peuple en marche. Gare donc à celui qui voudrait citer trop de poésie. Guillaume, comme chacun sait, un vers ça va, deux vers, bonjour les dégâts. Pardon pour celle-ci. Ce fut d'ailleurs l'un des reproches adressés à Dominique de Villepin, surnommé le poète, avec une moue péjorative. Christiane Taubira a subi le même procès. Elle répond ceci dans une interview: la poésie est associée à l'inutilité, à l'insignifiance, alors que c'est exactement le contraire. Et oui, la politique est poétique, car elle est épique, lyrique, satirique. Les arguments politiques sont scandés, affinés, esthétisés, même si parfois on se contente plutôt de la rime pauvre. Écoutez Laurent Fabius, c'était en 2005. Il s'agit de ce que j'appellerais le copinage fiscal. Parce que les quelques milliers de personnes qui sont bénéficiaires de cela, ce sont les compagnons de M. Breton, les amis de M. Sarkozy, les copains de M. de Villepin. Factuellement, ça rime, c'est vrai. La poésie apporte un souffle, car qu'est-ce qu'un discours politique sans une once d'imaginaire qui trace un chemin? Ce n'est qu'un alignement de chiffres, de graphiques et de mesures. Peut-être a-t-il manqué d'ailleurs de poésie au président du quinquennat précédent, François Hollande, qui confessait ne pas en lire. Il a sans doute pâti d'une expression trop technique du pouvoir. L'inversion de la courbe ne fait pas un grand dessin de masse. Cela dit, le salut ne se trouve pas toujours non plus dans la multiplication des citations de poètes, comme on ajouterait un peu quelques feuilles de basilic sur un plat. Yasmina Reza a suivi Nicolas Sarkozy en 2007 et en a tiré un livre. Elle y raconte le candidat qui relit son discours. Il se demande s'il doit prononcer Rilke ou Rilke. Sur scène, très prudemment, il évitera l'impair et se contentera d'évoquer un poète allemand. Quant à Emmanuel Macron, c'est plus simple après tout. Quant à Emmanuel Macron, sera-t-il un président poète? Il est en tout cas un président récitant, lui qui a interprété hier le texte de Pierre et le Loup dans la salle des fêtes de l'Élysée. Merci beaucoup Frédéric. C'est peut-être une réaction, Daniel Maximin, qui vient de nous rejoindre et qui lui aussi est poète, lui aussi a l'habitude d'entendre les politiques. Oui, vous êtes poète, vous êtes également essayiste, vous avez publié un recueil de poèmes intitulé L'invention des désirades, c'était en 2009, et puis Aimé Césaire, Frère Volcan, c'était au Seuil en 2013. Donc vous avez l'habitude également de jeter un regard sur la politique, Daniel. Un des plus grands poètes, Aimé Césaire, a été un des plus grands députés et le plus long du XXe siècle à l'Assemblée. Il peut donc y avoir coïncidence, puisque les gens de droite comme de gauche rentraient chaque fois qu'il parlait, une fois par an pour le budget de l'outre-mer, pour entendre ce qu'il allait dire, pour entendre sa forme. Voilà. Et donc, la politique est détruite toujours par le langage, ce qu'on appelle la langue de bois.
Alors parfois, pour essayer de persuader, ils vont essayer de mettre en effet un peu de basilic en citant des poèmes. Et il faut que ça soit rimé pour que l'auditeur comprenne. C'est de la poésie, c'est évidemment l'inverse. Et quelque part, la poésie, elle se venge en laissant annonner ces rimes riches et ces rythmes dits musicaux à des contenus qui ne disent pas ça. Donc la poésie se défend, elle résiste, y compris aux récupérations, parce qu'elle est, comme je dis souvent, irrécupérable. Mais comme l'a rappelé Frédéric, il y a des poètes, de grands poètes qui ont été des politiques, ou en tout cas qui ont eu un rôle politique. Lamartine, Hugo par exemple, c'est quand même étonnant. Non, pas du tout, parce que le sincère qui veut s'occuper de la chose publique, c'est pour l'autre. Et donc, quelque part, si vous voulez, il y a juste une chose, c'est que la poésie, elle est toujours au-delà. Même si, comme Lamartine, on est engagé, même si, comme Char, on est dans la résistance, c'est à côté. On ne va pas mélanger son fusil et son stylo. Et quelque part, alors, la raison fondamentale, c'est que la poésie, elle est au niveau de la liberté, c'est ça son but, et donc elle ne se contente jamais des libérations. Elle n'est pas dans le court terme, elle est dans le hors d'âge. Justement, on va entendre René Char lire l'un de ses poèmes. Redonnez-leur. Redonnez-leur ce qui n'est plus présent à eux. Ils reverront le grain de la moisson s'enfermer dans l'épi et s'agiter sur l'herbe. Apprenez-leur de la chute à l'essor les 12 mois de leur visage. Ils chériront le vide de leur cœur jusqu'au désir suivant. Car rien ne fait naufrage, ou ne se plaît aux cendres. Et qui sait voir la terre aboutir à des fruits, point ne l'émeut l'échec, quoiqu'il ait tout perdu. La voix de René Char lisant l'un de ses poèmes extraits de Fureur et Mystère, le recueil de poésie issu de ces années de résistance. Il lui est arrivé quand même quelque chose de terrible à René Char. Il est devenu cité, je l'ai dit tout à l'heure, on l'entend souvent évoqué dans des discours de politique et malheureusement, je ne sais pas s'il est bien mis en valeur. Votre Char échappe naturellement à la façon dont il est cité. Mais en revanche, pour en revenir à cette relation entre le poétique et le politique qui me passionne, j'ai oublié de signaler tout à l'heure que De Gaulle pratiquait l'alexandrin naturel. Je m'en souviens d'un extraordinaire. Je dissous aujourd'hui l'Assemblée nationale. Bon, c'est évidemment un alexandrin qui sort d'on ne sait où, peut-être Malraux lui a transmis, mais bon, mais il y a une sorte de rhétorique dans le discours qui n'oppose pas forcément le politique au poétique. Mais pour aller encore plus loin, je pense que faire de la poésie est une tâche politique de première importance. Pourquoi ? Mais pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle réinvente de nouveaux espaces imaginaires continuellement. Et on a besoin de ça plus que jamais aujourd'hui, où on est soumis à ce déferlement d'images ou de pseudo-images dont on parlait tout à l'heure, alors que la poésie reste la science des images véritables, des images capables de toucher, des images capables d'émerveiller, des images capables de susciter un sentiment profond de révolte à l'encontre du monde tel qu'il va. Mais je ne sais pas si les politiques lisent encore beaucoup de poésie. Par exemple, Blum citait du Mallarmé parce qu'il lisait du Mallarmé, même quand c'était compliqué. Christiane Taubira a évidemment un rapport qui est un vrai rapport à la poésie. Je l'avais entendu d'ailleurs dans une discussion avec Hervé Mariton, parlant de poésie, donc c'est pas du tout fin. D'autres n'ont pas ce rapport. En tout cas, Daniel Maximin, vous, ça vous étonne pas du tout ce rapport entre poétique et politique? D'abord, il y a des politiques sincères. Oui, bien sûr. Il y en a aussi. Il y a, évidemment. Et donc, il n'y a pas une opposition d'un côté. Les politiques. Par contre, la différence, c'est le langage. La poésie, pourquoi elle est essentielle, quoi qu'on dise, c'est parce que c'est elle qui respecte les mots, respecte le vocabulaire, respecte la musique, se met à son service. Et quelque part, tout ce qui est, comme j'ai langue de bois, tout ce qui est persuasion de l'autre en essayant d'utiliser la grammaire, le vocabulaire pour le tromper ou pour le persuader, la poésie résiste à cette chose-là et elle impose. Et d'autre part, il y a autre chose, je disais, c'est la liberté, parce que, encore une fois, c'est là où on va le plus loin dans le non-asservissement.
au langage. Vous voyez, le dictateur aimerait bien que les auditeurs soient aliénés par ce qu'il dit, soient aliénés, ne comprennent pas ce qu'il dit, adhèrent sans comprendre. Et la poésie vient échapper et faire quelque chose qui va faire résister à cela. Et puis, il y a une manière également très populaire en France, que j'aime beaucoup, d'apprécier la poésie, c'est la poésie chantée. Alors, il y a beaucoup de grands noms qui ont chanté de la poésie. Peut-être que le premier qui vient à l'esprit est celui de Léo Ferré. On l'écoute. C'est un lieu commun, hélas, mais la poésie ne se vend pas, elle n'est jamais vendue, ne se vendra jamais, elle ne se lit pas. Elle n'est lue que par quelques maniaques, dont nous sommes, ou par des universitaires qui, la plupart du temps, la lisent mal, ne savent pas la lire. Et par le truchement de la musique, on apporte dans l'oreille des gens ce qui, habituellement, ne devrait pas y être admis, n'est-ce pas? C'est un truc. C'est ce qu'on appelle de l'art, quoi. Et l'art, c'est le trucage noble. La voix de Léo Ferré, et ça c'est une tradition qui peut-être n'est pas encore complètement légitime en France, l'est complètement dans le monde anglo-saxon. Jean-Marc Barr, vous qui êtes à cheval entre ces deux mondes-là, il y a évidemment aux États-Unis par exemple des chanteurs qui sont perçus comme poètes et réciproquement. On pense à Dylan, on pouvait penser à Leonard Cohen. Votre regard là-dessus, Jean-Marc? Il y avait aussi Woody Guthrie, qui était bien avant, oui. et qui a vraiment emmené un discours populaire à tout ce qui se passait pendant la Grande Dépression. Et je pense que les gens comme Dylan et les chanteurs sont des poètes, mais il y a le support de la musique. Et donc tout d'un coup, ça crée un autre monde. Je pense qu'il y a une pureté dans la poésie qui le rend spécial, qui a besoin de ce silence, qui a besoin de ce terrain de communication. Et justement, comme vous disiez... Daniel Maximin. Daniel, c'est que il y a une ponctuation, il y a des choses à respecter. Et dans cette connaissance-là, on peut peut-être faire traverser des messages qu'on ne communique pas normalement, parce que la société ne veut pas. C'est un terrain de sincérité, comme vous avez dit, et oui, un endroit privilégié humain, quand tout d'un coup, c'est partagé dans cette sincérité. Qu'en pensent nos deux poètes, Zeno Bianou? Pour moi, par exemple, pour aller sur un exemple central, dans mon parcours, Dylan a joué un rôle formidable au sens où il faisait la jonction entre la poésie et le rock. C'est un peu comme si tout d'un coup on avait mis Whitman et Elvis Presley ensemble, et c'est cette force détonatrice. Par exemple, quelqu'un comme Dylan, aussi bien que quelqu'un comme Leonard Cohen, se sont toujours revendiqués comme poètes au sens où leurs textes tiennent le coup en dehors de la musique, si on les lit et s'ils sont bien traduits naturellement. Donc ça c'est quelque chose d'important. Léo Ferré, ses textes tiennent le coup. Donc c'est de la poésie, pour aller vite, hein. Donc ça ne me choque pas. Donc ça me choque pas pour la bonne raison que je fais beaucoup de lectures publiques avec des musiciens. Non, vous avec aimez des beaucoup le jazz, et tout. par exemple. Donc il y a ce rapport continuel entre deux types de musique qui me passionnent. Donc je crois pas que je serai un jour de ceux qui disent pas de musique au pied de mes vers, quoi. Daniel Maximin. Oui, parce que la poésie, c'est elle qui va chercher la musique des mots. Elle n'est pas en opposition à cela. Et quand on veut plaquer une musique en disant que comme c'est pas bien, c'est pas assez populaire, on va mettre une musique dessus. Non, c'est parce qu'il y a déjà cette connivence entre les deux. Ouais. Et quelque part, alors, de manière, je veux dire, naturelle, les choses vont ensemble. N'oublions pas, quand on parle de Woody Guthrie ou bien de Dylan, qu'ils ont lu aussi des poètes, y compris français, et que ça vient d'un ensemble. Je vous ai donné l'exemple pour dire que c'est pas si spécifique que ça aux États-Unis. Face à nous, on dirait la poésie s'intéresse pas. Les deux des plus grands succès de disques des générations, ça a été quoi? Ferré chante Aragon, Ferrat chante Aragon, Serge Reggiani chante Les Poètes. C'était des best-sellers et qui ont amené alors à la poésie des gens à qui on avait dit c'est pas pour toi. Ça n'est pas parce que les gens n'entendent pas la poésie,
c'est parce qu'on leur a dit que ça n'est pas moi, mon père m'avait dit tout jeune, c'est pas pour comprendre, il faut prendre. Et regardez la musique. Quelqu'un qui ne connaît rien du solfège va passer ici, va entendre un son. Ah, c'est joli, ah, c'est bien, ah, j'aime. Il n'est pas bloqué par quelque chose. On a dit, ah non, il faut d'abord que tu saches la composition, les choses de ce genre. Autrement dit, la poésie est naturelle. Et donc, elle rencontre le chant, c'est naturel. Et quoi de plus magnifique que ces chansons de Jean Ferrat, ces chansons de Léo Ferré, et qui ont donné une dimension populaire totale à des textes qu'on aurait dit pas faits pour les gens, pas faits pour le peuple. Là, effectivement, ce sont des chanteurs qui chantent des poètes. Il y a aussi des chanteurs qui ont chanté leurs chansons avec une dimension poétique. On a, par exemple, un extrait justement d'une interview de Brassens. À ce sujet, on écoute Georges Brassens. Je ne savais pas tellement où j'allais en faisant ces chansons. J'ai été le premier étonné de voir cette espèce de retentissement. Il doit y avoir une petite note de poésie là-dedans et les hommes y sont sensibles. Heureusement, d'ailleurs, c'est la seule chose qui nous reste de la civilisation, c'est la poésie. Petite étincelle que chaque homme, au fond, a en lui, quel qu'il soit, le pire comme le meilleur. Le tout, c'est d'aller la trouver. Et grâce à certaines chansons, il m'arrive de frapper une touche qui est dans un homme, de pincer une corde qu'il avait, qu'il ignorait. Et cette corde se met à sonner parce qu'un type, moi en l'occurrence, l'a fait vibrer. Zeno Bianou, qu'est-ce que vous en pensez alors? Oui, d'abord il y a une modestie fantastique chez les auteurs-compositeurs. Souvenez-vous de Gainsbourg qui disait que la chanson est d'un art mineur, donc, et pourtant qu'il l'a propulsée dans des lieux vraiment les plus rythmés, les plus lumineux qui soient. Donc, pour moi, je ne fais aucune séparation du moment qu'il y a une charge poétique, où qu'elle s'exprime, puisque tout à l'heure on parlait de la poésie à un niveau le plus global. Si ça fonctionne comme de la poésie, si ça fonctionne comme cette aptitude particulière du langage à produire plus que lui-même, quel que soit le langage, y compris cinématographique, on ne va pas entrer non plus dans toute la poésie cinématographique, de Murnau à Kubrick, etc. Mais je veux dire, pour moi, c'est pas simplement un mot passe-partout, c'est un mot fédérateur. Jean-Marc Barr sur la poésie cinématographique. Je pense qu'une photo, c'est un instant, c'est un poème du temps, de ce moment, et que quand on fait un film, quelle grande poésie qu'on peut faire. Quand c'est souligné, quand on nous demande, quand on nous dit ce qu'il faut y croire, moi j'y crois pas. Quand c'est présenté d'une manière abstraite, peut-être un peu absurde, mais où il y a une vérité qui est évidente et pas dit, moi je suis très excité. C'est ça la communication. Et les cinéastes avec qui vous avez travaillé, Jean-Marc Barr, Lars von Trier par exemple, il y a une poésie chez lui évidente? Oui, j'ai de la chance d'avoir travaillé avec lui parce que en Europe, on a une grande histoire de cinéma. Il respecte cette tradition. Et en plus, il est très fidèle à essayer de toucher les gens. Mais il trouve un nouveau moyen de le dire. Et oui, le cinéma poétique de von Trier, comme le cinéma... Chanter pour respirer. Écrire pour inspirer. Embarquer dans tous les déluges, on désaltère les fontaines. Dans le désert, seul voué à la noria. Horizon vertical. Poète, on vit, on meurt de récuser les maîtres, les monstres, les murs et les armures. Car au-dessous des tombes et des charniers, au-dessus des gibets, des croix et des statues, au-dessus des micros, des codes et des prières, quand les dieux n'ont pas l'œil sur leurs écritures, il y a la floraison des paroles de pollen, de sang, de sève et de cisale, l'horizon éclairé par le poète vigie. Alors, une feuille en sentinelle relève les mots de passe hérités du silence à la sortie du temps. La poésie tourne avec la terre, sans les bornes des terriens. Elle guide les chiens d'Orion jusqu'au tombeau des prophéties, colporte la liberté sur les désespoirs antérieurs, éclaire l'astre sur le désastre, le rythme sur le chaos, offre des ailes à Ariel, des sandales à Persée, vole un tapis pour Scheherazade, relais de colibri sur l'hécatombe des rossignols. Chaque feuille en appelle une autre pour offrir un lendemain à sa fin, la chute solaire du fruit de création.
Merci beaucoup, Daniel Maximin. Comment écrit-on de la poésie, Daniel Maximin? Est-ce que vous qui avez écrit différents types de textes, comment sait-on qu'on va écrire de la poésie et pas un essai ou pas une intervention? En se laissant aller à la musicalité des mots, en ne se préoccupant pas uniquement du contenu, du message à transmettre. Et c'est pour ça que la poésie, elle est aussi dans un film, dans une séquence, dans un plan séquence, dans un tableau. Ça n'est pas une coloration générale, c'est un mode de relation qui fait une légère distance par rapport à ce qu'on veut dire, et du même coup, il faut passer par quelque chose, briser le langage, le vocabulaire, les choses, libérer le langage, libérer le tableau, libérer la musique, et c'est en ce sens qu'elle devienne poétique. En gros, on passe du cri qu'on a tant envie de proférer quand on regarde le monde, à quelque chose qui est le silence, et ensuite ça arrive au chant. Il faut beaucoup de silence au cri pour devenir un chant. C'est un peu une définition de la poésie, de l'acte poétique. Zeno Bianou, même chose, comment faites-vous pour écrire de la poésie? On est parlé d'une certaine manière, je ne dirais pas que ça dicte d'une certaine façon, comme le disait Rimbaud dans La lettre du voyant. Rimbaud qui me rappelle immédiatement à tout ce que vient de dire Daniel, dans l'évidence et le chant, et dans son fameux poème Sensation, qui a tellement compté pour moi, puisque c'est un poème que j'ai découvert tout en découvrant la poésie, à l'âge où Rimbaud l'écrivait. En fait, il avait moins de 16 ans. Je le lirai bien, d'ailleurs, si vous le voulez. Eh bien, on va vous parce qu'il y a tout là-dedans. C'est Pre-Beat Generation. On peut y lire tout Rimbaud par ce prisme. Donc, nous vous écoutons, Sensation. Zéno. Déjà, le titre, Sensation. Le titre n'est pas intellect. Le titre est Sensation. Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers, picoté par les blés, fouler l'herbe menue. Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds, je laisserai le vent baigner ma tête nue. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien, mais l'amour infini me montera dans l'âme, et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien, par la nature, heureux comme avec une femme. Donc il y a toute l'idée de la partance, du départ, qui est si puissante chez Rimbaud, d'échapper. Enfin, il y aura toujours des Charleville et des Rimbaud pour les fuir. Donc il y a toute une magie dans cette poème. Il y a la magie de la sensation, et d'appeler un tel poème sensation, c'est-à-dire de trouver une forme d'être finalement supérieure. Rimbaud, évidemment, le pensait pas philosophiquement comme ça, mais il le pensait avec sa pensée qui chante, c'est-à-dire avec la poésie. Et il y a aussi un désir formidable d'être dans l'évidence des choses. Je ne parlerai plus, je ne penserai rien. C'est aussi un poème méditation, où on se laisse aller à toutes les formes du vide, de la vacuité lumineuse. Bon, c'est aussi un poème bouddhiste. Rimbaud n'en savait rien, mais c'est comme ça que je le vois. Donc c'est une clé d'accès privilégiée à une autre forme de perception des êtres et des choses, comme on le disait déjà tout à l'heure, non seulement à une autre forme, mais à une forme supérieure qui est totalement passionnante pour l'avenir humain, surtout par rapport au présent, qui n'en est plus un qu'on nous propose. Et vous savez, Daniel la Maximin, musique, c'est devenu un tube de Robert Charlebois, le Québécois, et qui a été un succès quelque chose. Oui. Ceux qui ne lisaient pas ont découvert Rimbaud, et ont découvert que c'était pour eux et avec eux. Jean-Marc Barre, je vous ai proposé de venir également avec un autre poème pour le lire. Peut-être que vous pourriez nous faire entendre également votre manière si particulière de lire la poésie, puisque vous êtes le parrain de cette 20e édition du Printemps des Poètes. On vous écoute, Jean-Marc. Alors, c'est un poème de Zeno qui s'appelle Reconnaissance à Jack Kerouac. Tu avances sur ton ruban de vie, tu viens à même le flux du vivant,
Un seul paragraphe à la vitesse de la vraie vie, crépitant dans la lumière survoltée, tu avances avec les furieux du salut plus loin que les ravins de la mort vers les eaux tranquilles, par-delà les nuées égarantes. All the ghosts are dead. Seul le tempo de ta respiration, seul le tempo de ton implosion, chacun de tes mots est une pierre à magie. Tu avances là où les morts n'ont plus prise, par des chemins de néon entrelacés, par des villes aux larmes nacrées. Vie et mort, c'est tout un. All the ghosts are dead. C'est le message secret du souffle. Ce souffle chaud qui maintenant te traverse. Parfois la route est bonne, parfois la route est mauvaise. Tu avances avec toutes tes vies, avec tous tes visages. Nul n'a brouillé les indices. Il n'y a plus de labyrinthe. La vie est un bol de cerises juteuses, des gisements de silence, la sève ouverte du feu, la chair sucrée de la voie lactée. Tu la connais cette nuit, autant d'âmes qu'il existe d'étoiles. Le ciel roule à travers toi, tourne la toupie du monde, tourne et tourne. Dans le secret tremblé des nerfs, tu prêtes enfin attention à la splendeur. Les limites se déchirent, l'impossible vient se blottir dans ta gorge. Ta vision devient tactile, tu emmènes amoureusement les mondes avec toi vers le bleu rubis, vers le rouge outre-mer, déferlement scintillant, invocation de celui qui glisse en vertige tendu au fond de lui-même, invocation du visage des étoiles, invocation ininterrompue de la voix si vive du trait vif. Laisse fredonner l'intensité, laisse fredonner la spirale nocturne, laisse-la monter toujours plus avant, laisse le chant de la nuit poreuse battre dans tes veines. Bravo. Merci beaucoup Jean-Marc Barr, c'était très beau.